À mesure que les hommes approchent du front, le paysage prend un caractère d'astre mort. On passe de la route au chemin, du chemin à la piste, de la piste au boyau, du boyau à la tranchée, de la tranchée au trou d'obus. Les semaines et les mois passent, les Allemands attaquent toujours. La bataille s'est cassée en une infinité de rixes mortelles. C'est le règne de la grenade et du couteau. C'est la guerre des chefs de section, des sergents, des caporaux. Le 12 juillet, tout s'arrête. Quand vers 8 heures du matin, le lieutenant Dupuy, avec sa section, liquide la dernière vague d'assaut allemande, forte de 20 hommes au plus, ici, sur le fort de Souville. La bataille est si confuse que les deux artilleries tirent ensemble sur le fort, où s'égorgent des soldats épuisés. Le Kronprinz s'est rendu compte que la saignée infligée à l'armée française était aussi terrible pour l'armée allemande. Alors il fait limoger le général von Falkenhayn, qui fut remplacé par Hindenburg et Ludendorff, qui venaient de Russie, où ils étaient victorieux, et qui donnait l'ordre à l'armée de Verdun de se mettre à la défensive. Sur les 40 kilomètres du front de Verdun, on ne se battait pas partout à la fois. Ni les Allemands ni les Français n'ont jamais eu assez de canons, de munitions, de poitrines. Ainsi le front s'est cassé en une multitude de champs clos où la terre garde la trace des combats passés. La côte 304 n'est plus qu'un lieu-dit. Rabotée par les obus, elle a perdu 7 mètres d'altitude. Sur les cartes d'aujourd'hui, elle s'appelle la côte 297. Le mortum était le grand objectif de la rive gauche. Du 6 mars au 9 avril, puis de nouveau en mai, puis encore en juin, les Allemands montent à l'assaut. Ces ravins ont vu des régiments fauchés jusqu'au dernier cuistot et dont les colonels s'exterminaient au couteau de tranchée. La côte du Poivre. Les Allemands ne l'ont jamais dépassée. Sous la terre argileuse s'ouvraient les carrières d'Audremont. Leurs galeries incendiées se sont effondrées sur des centaines d'Allemands. Plus tard, on en fit un hôpital. Devant la côte du Poivre, le ravin de la Dame, qu'on appelle désormais le ravin de la mort. Il était un fort qui s'appelait Thiaumont. Les Allemands y étaient parvenus à l'été 1916. À 34 reprises, l'infanterie française donna l'assaut pour leur arracher finalement cette masse informe de béton et de terre. Derrière Thiaumont, la côte de Froide-Terre est une des rampes d'accès à Verdun. Le PC 119, transformé par l'incendie en four crématoire pour un bataillon entier du 317e régiment d'infanterie. Dans l'abri 118, 63 Vendéens furent tués d'un seul obus le jour de l'Ascension 1916. Au bout de la côte, l'ouvrage de Froide-Terre. Autour de cette coupole, on s'est battu au corps à corps vers 11 h du matin le 23 juin. Les vagues allemandes sont venues mourir devant cette grille.
Voici la 3e compagnie du 137e régiment d'infanterie. Elle attend la relève depuis le jour de la Pentecôte 1916. Le bombardement l'a enterrée. On appelle cet endroit la tranchée des baïonnettes. Dictionnaire des communes de France, commune de Fleury devant Douaumont, arrondissement de Verdun, canton de Charny-sur-Meuse, 0 habitants. Le tunnel ferroviaire de Tavannes, long de 1400 mètres. Parce que les obus n'y parvenaient pas, on en fit la cour des miracles de la bataille. On y trouvait pêle-mêle, sous des nuages de mouches, des états-majors, des dépôts, des blessés, des hommes au repos, qui se disputaient les traverses pour en faire des lits. Il était malsain de séjourner ici trop longtemps, car on y attrapait une maladie rare, la jaunisse des vidangeurs. À force d'entasser l'essence et les munitions à côté des groupes électrogènes, une étincelle se produisit le soir du 5 septembre. À la vitesse d'un train rapide, une langue de feu balaya le tunnel. Il y eut au moins 500 morts. Le fort de Moulainville à l'extrémité sud du champ de bataille. Pour beaucoup d'hommes, ce fut la dernière halte avant les tranchées. Ces tranchées, ces milliers de kilomètres de tranchées qui courent aujourd'hui dans la campagne meusienne, ont été creusées par des hommes, à la pelle, de nuit, par tous les temps, sous les obus. Elles ont servi de route, d'abri. Des milliers de soldats y sont passés, portant le barda de 28 kilos, le fusil, l'eau, la soupe. Ils y vivaient, ils y souffraient, ils étaient là chez eux. Je me souviens entre autres du 22 juin, cette journée du 22 juin 16, précédant l'attaque. Nous étions sous un bombardement infernal, bombardement qui allait des obus de 88 au 210, au 300, au 380. La terre bouleversée dans tous les sens. Et je me souviens très bien d'un de mes bons camarades, le sous-lieutenant Gratadou, qui était avec moi dans le même trou d'obus. Et ça, c'est un des détails les plus poignants qui me reviennent à l'esprit. Ce pauvre camarade qui avait un moral extraordinaire et qui, à chaque fois qu'un obus tombait, disait « Tiens, encore un !» Et à un moment donné, je lui dis, il était midi moins 20, le 22 juin, je lui dis, à force d'en recevoir, tu vas voir tout à l'heure, nous allons en recevoir un sur la pêche. Et il me dit, tu n'as rien à craindre, Julien, car l'obus qui doit m'avoir, celui-là n'est pas encore tourné. Le pauvre, 10 minutes après, un obus nous a ensevelis dans le trou, et lui a pris toute la décharge dans le corps. Et quand j'ai été dégagé par mon ordonnance, je me souviens que j'ai retrouvé ce pauvre camarade dans un tel état, informe, un paquet de chair. J'ai été obligé de le prendre, de le mettre dans une toile de tente. J'ai noué les 4 coins. Il a fallu attendre jusqu'à 10 h le soir pour pouvoir l'emmener à Fleury, emmener le corps à Fleury. Or, il faisait une chaleur terrible et le soir, je ne pouvais plus tenir tellement il dégageait une odeur épouvantable dans ce trou. Nous avions reçu l'ordre, à la suite, d'aller faire un état de ce qui restait comme munitions. Alors j'ai été désigné avec un lieutenant, puis un sergent, puis le tambour-major, et nous avons descendu le ravin des Trois Cornes. Et arrivé à un moment donné, comme j'ai trouvé qu'il marchait trop vite,
Moi, je me trouvais fatigué, je dis arrêtez un peu, attendez un petit moment, voyons. Alors il dit, ouais, t'as peut-être raison, mon vieux. Allez, alors on a fumé une cigarette, on a parlé un peu, on a resté là peut-être 20 minutes. Alors, au bout de 20 minutes, il dit alors, on y va? Ça y est, les gars, on y va? Allez, allons-y. Nous voilà partis. Alors, on avait arrivé à peu près à 300 mètres du dépôt de munitions, de la ferme de la Folie. Le dépôt de munitions qui saute, un obus qui a certainement tombé dedans. Et c'était gigantesque à voir, cette explosion. Toutes les fusées, les bleus, rouges et tout, les chenilles, tout ça. Et puis alors, le lieutenant, tout de suite, il m'attrape dans ses bras, puis il m'embrasse. Il dit, mon vieux gosse, tu nous as sauvé la vie. Si on n'aurait pas arrêté là, nous étions en train de faire notre compte-rendu et nous étions pris dans le bain. On était tous foutus. Ah, ben j'ai vu, ça devait arriver comme ça. Alors on est arrivé à la ferme de la Folie. Et puis nous avons vu les cuisiniers qui étaient tués, les bourricots avec leur chargement qui étaient couchés là-dedans, les boules de pain dans les mares de sang et tout. Et je me souviens même qu'il y restait un percolateur qui était pas tout à fait culbuté sur le dos de la bourrique. Alors j'ai le couvercle est moitié enlevé, je l'ai enlevé et j'ai mis ma main dedans, puis j'ai goûté comme ça. Mais je dis, ça en est, c'était de l'agnole. Nous avons descendu dans un ravin qui nous a ramenés dans la plaine, en descendant. Et là, on a resté pendant un bon moment sur place et après on nous a demandé, on a été commandé par des sifflets, qu'on faisait des bonds de tirailleurs. On en a fait plusieurs et on a resté à un moment donné, on a resté sur place. On n'a pas bougé pendant un bon moment. Et beaucoup après, on a recommencé de nouveau de redescendre en bond de tirailleurs. Et à un moment donné, il y a eu un bombardement formidable. Et là, malheureusement, moi le premier, et beaucoup comme mes camarades, il y en a qui ont été tués. Mais malheureusement, moi, j'étais blessé. J'avais à peine 20 ans. Nous sommes partis, nous sommes tombés sur un réseau non démoli. Nous avons fait à peu près 80 mètres devant un coin assez fortifié et nous sommes tombés sur des mitrailleuses qui nous ont arrêtés net et tiré toute la journée. On ne pouvait pas seulement lever la tête, on creuserait son trou. Et aussitôt que le trou était creusé, ou qu'on nous voyait remuer, les balles de mitrailleuses pointaient devant le nez. Il a fallu faire le mort toute la journée. Beaucoup de blessés, et les blessés qui essayaient de repartir vers l'arrière étaient tués sur place. C'était tellement émouvant que nous avons eu 1800 hommes hors de combat en un quart d'heure. Le plus terrible pour moi, c'est de passer la nuit au milieu de ses camarades, mourants, blessés, les cris, « Maman, à boire, j'ai soif, achevez-moi » et la pluie qui tombait aussi. J'y pense très souvent, c'est même gravé dans ma mémoire. Souvent j'en rêve, même encore actuellement au bout de 50 ans. Au commencement était Douaumont. Les saisons passaient, les obus français tombaient. Douaumont s'enfonçait dans le sol avec sa garnison d'Allemands hébétés. Ceci pour vous montrer la résonance extraordinaire qui régnait dans l'ouvrage. À chaque arrivée d'obus sur le fort, les gens étaient projetés littéralement contre les galeries et littéralement assommés. Dans les gaz, les fumées, l'infiltration d'eau, tout cela fut terrible. Ils sont là 679 Allemands, tués au même instant par l'explosion d'un dépôt de grenades. On les a enterrés derrière ce mur. 20 cm de pierre seulement les séparent de nous. Il a fallu 5 jours aux Allemands pour s'emparer de cette taupinière de béton, le fort de Vaux. Ils en tenaient toutes les issues, ils occupaient le toit, ils rampaient déjà dans les souterrains. Les Français ne cédaient pas.
À gauche, un Allemand, Heinz Hintzen, ancien sous-officier au 39e régiment de fusiliers de Düsseldorf. En juin 1916, il était installé avec une mitrailleuse, là même où il se trouve aujourd'hui sur le toit du fort de Vaux. À droite, un Français, l'aspirant Léon Buffet de Perpignan. Il était, comme 500 autres fantassins, pris au piège dans le fort. Ces deux hommes ne s'étaient jamais vus, eux qui auraient pu se tuer. Car Hintzen devait empêcher toute sortie du fort. Et Buffet, ce jour-là, avait reçu l'ordre de sortir à tout prix. Et le bois fumant qui est en bas, etc. Hein? C'est là où, le 4 juin, j'ai reçu l'ordre de sortir et d'aller à l'état-major demander une contre-attaque immédiate. La sortie a eu lieu à 3 heures du matin. La pente pour descendre au fossé était à pic. Et sur la piste qui conduisait au tunnel de Tavannes, les Allemands m'ont poursuivi au 77, ce qui était leur habitude. Le moindre coureur était poursuivi lorsqu'il prenait une piste repérée par l'artillerie, était poursuivi avec des obus. Alors je fais le mort, je fais semblant de tomber à un endroit où il y avait un petit abri, et j'ai attendu 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, je suis parti à toute vitesse, bien entendu, pour rejoindre le tunnel de Tavannes. Au tunnel de Tavannes, vous avez dû éprouver un soulagement. Oui, un grand soulagement. Maintenant, je vous dirais que nous avions soif, bien entendu, on nous a donné de l'eau fraîche. Mais quand même, nous pensions à nos camarades qui étaient ici, et j'avoue, je n'ai pas pu finir le quart d'eau que l'on m'a offert. Monsieur Buffet, dites-nous, comment vous êtes revenu à Vaux? Bien, il fallait qu'un officier d'état-major vienne au fort de Vaux pour s'entendre avec le commandant Raynal pour que la garnison aide l'attaque. Un officier d'état-major pouvait-il entrer au fort? J'ai répondu, il n'a pas une chance sur 1000, mais il ne connaît pas les lieux. Les Allemands font une très bonne garde et les Français tirent sur tout ce qui se présente. Par conséquent, il n'y a que moi qui puisse tenter l'opération et peut-être la réussir. Par conséquent, j'irai. Vous n'en aviez pas reçu l'ordre? Je n'en avais pas reçu l'ordre. Le général m'a dit, ce n'est pas un ordre que je vous donne. Nous sommes donc partis et au retour, sans difficulté, nous avons franchi le barrage d'artillerie qui s'étendait déjà. Et puis, à l'approche du fort, j'ai eu la chance d'être aperçu par un poste français. Le caporal mitrailleur Vive, un Catalan, n'a pas fait tirer. Au lieu de risquer les balles françaises, j'ai entendu un sifflement modulé, un appel, et je me suis rendu compte qu'il partait d'une casemate de tir qui était au bout du fossé, donc c'était des Français qui m'appelaient. La nouvelle de mon retour s'était propagée très vite, et dans la grande galerie, tous les hommes étaient debout et attendaient que je paraisse. J'étais très gêné quand je suis passé au milieu de mes soldats. Je n'osais pas les regarder en face. Car vous saviez que la délivrance n'était pas possible. N'était pas possible, non. Le 7 juin 1916, privé d'eau, de secours, de liaison, attaqué de toutes parts, le commandant Raynal décidait la reddition du fort de Vaux. Les Allemands lui rendirent les honneurs, tandis que l'artillerie française suspendait un moment son tir pour permettre l'évacuation des blessés. Les Allemands voulaient dominer l'Europe. Les Français défendaient leur sol. Les choses étaient simples. À Verdun, on se battait sans haine, mais avec férocité.